m'appelle Marlène Dulaurent, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis rattachée à un laboratoire qui s'appelle le MICA, Médiation, Information, Communication et Art, et j'ai pour spécialité depuis plusieurs années maintenant l'analyse de discours avec une appétence toute particulière sur les discours violents. Et de fil en aiguille, eh bien, je me suis encore plus spécialisée sur les discours violents en ligne, m'amenant à une niche scientifique qui est celle de la cybercriminologie. On s'est demandé quelles pratiques de cyberharcèlement on pouvait étudier. Intuitivement, la gendarmerie, elle évoluait autour de 5-6 pratiques pour lesquelles les victimes venaient déposer plainte. Et puis, on a regardé, il y avait une étude Microsoft qui était vertigineuse parce que l'échantillonnage était très large et se comptait en milliers de personnes qui avaient été sondées. Et cette étude était certainement la plus aboutie et identifiait 21 pratiques de cyberharcèlement différentes. C'est là où on s'est dit, bon, fonctionnons de manière très empirique et allons faire un état de l'art en France et à l'étranger. Allons interroger tous les travaux scientifiques des pairs sur les 10 dernières années pour essayer de voir, eux, est-ce qu'ils ont identifié d'autres pratiques. Corrélé à cet état de l'art qui a porté sur plus de 400 articles et ouvrages scientifiques, toutes langues confondues, à côté de cela, on a lancé des questionnaires, notamment à l'université, pour avoir un échantillonnage très large et sonder les gens sur les pratiques de cyberharcèlement dont ils avaient été victimes. Et à chaque fois que l'on faisait ces campagnes un petit peu de sensibilisation, on appelait les volontaires qui le souhaitaient à partager lors d'un entretien semi-directif avec nous de manière un peu plus qualitative les détails des pratiques dont ils avaient été victimes. On est allé rencontrer également des enquêteurs en gendarmerie pour prendre leurs ressentis et voir la manière dont ils les identifiaient, ils les caractérisaient. Et ensuite, on est allé interroger également des grands témoins. C'est-à-dire un grand témoin, dans une démarche scientifique, ça sera la personne à côté, qui a pu voir sans participer, sans être victime, mais qui en tout cas peut apporter un témoignage extrêmement fourni, détaillé et pertinent pour saisir tous les mécanismes de violence qui ont pu être enclenchés. Donc, on a fait ce travail de compréhension et dans une approche très analytique et très compréhensive. Et à côté de cela, on évolue quand même dans un environnement qui est celui de la gendarmerie. Mon binôme, clairement identifié, qui est un tech qui s'appelle le major Jean-Christophe Federbe, lui, il est gendarme. Et un gendarme, ça rend compte. Donc il a rendu compte à ses supérieurs hiérarchiques. Et du coup, en rendant compte, l'état-major de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine nous a contactés en disant non, ne conservez pas cette recherche de manière exploratoire uniquement sur le territoire girondin. On pourrait peut-être essayer d'avoir une vue un peu plus élargie sur le territoire aquitain. L'état-major a rendu compte également à la voie hiérarchique et c'est là où le renseignement criminel donc sur Paris nous a contactés en disant écoutez, on est très intéressés parce que jusqu'à présent on n'a pas d'informations aussi abouties que celles que vous pouvez faire de manière exploratoire sur Bordeaux et on serait très intéressés pour participer à votre projet scientifique. Et nous, ce que l'on aimerait, c'est avoir une étiologie, une compréhension, une étiologie de ces pratiques de cyberharcèlement. Quand on a donc travaillé en collaboration avec le renseignement criminel, ce qui était attendu, c'était des fiches techniques qui permettaient de singulariser, d'individualiser ces différentes pratiques de cyberharcèlement de manière à ce qu'elles soient diffusées en interne aux services ou encore aux personnes qui pouvaient les porter ou qui pouvaient travailler sur ces thématiques-là précises. Et c'est là où on s'est dit,
Ces fiches techniques, c'est bien d'accompagner les gendarmes à améliorer leur compréhension et leur pratique professionnelle parce que, in fine, c'est mieux accompagner les victimes. Quand on comprend où aller chercher dans les archives Instagram des preuves, c'est les accompagner c'est en tout cas améliorer leur manière de mieux accompagner les victimes. On s'est dit que ce travail, en fait, on pourrait le diffuser à un public beaucoup plus large. Il y a plein de gens qui travaillent avec cet agir criminel et qui ne saisissent pas forcément quels sont les nouveaux canaux, quelles sont les nouvelles violences qui peuvent être exercées. Et au final, ces fiches, si on les réunissait au travers d'un livre, que l'on vulgarisait de manière à ce que tout le monde puisse mieux appréhender ce que les victimes peuvent subir. Ce livre est malheureusement d'une contemporanéité terriblement résonnante. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement lors du procès mettant en exergue toute la monstruosité de viols collectifs, on se rend compte qu'en fait, tout est parti d'un simple indice qui est par exemple identifié dans cet ouvrage, qui est celui de l'upskirting. Généralement, la victime ne s'en rend pas compte. C'est une photo qui va être dérobée sous la jupe de la victime. Et ensuite, ces photos, généralement, elles sont collectionnées, elles sont partagées, elles sont diffusées sans le consentement des victimes. Derrière, il y a toute une compréhension de ce qui peut être recherché par ces prédateurs, mais c'est par des pratiques comme ça de cyberharcèlement qui, à la base, ne pourrait être que cantonné à cela, que parfois on se rend compte qu'il y a une porosité avec plein d'autres pratiques de cyberharcèlement. Et au final, en tirant le fil rouge d'une pratique de cyberviolence, on peut arriver à des monstruosités qui, à l'agenda ascétique, vont occuper absolument toutes nos presses, toutes nos rédactions, pour montrer à quel point on ne soupçonne pas, et c'est d'une violence monstrueuse. Ben, c'est ce que ce livre essaye d'expliquer. C'est qu'il y a d'autres formes de violence qui peuvent conduire à des résultats qui sont tout aussi effrayants. Toutes ces fiches techniques pouvaient donc être vulgarisées pour être diffusées à un plus grand public, mais on ne voulait pas que ça soit commercialisé. On ne voulait absolument pas que ça soit un frein à la compréhension de tout à chacun. Et c'est là où on s'est dit qu'il y avait quand même une correspondance à faire avec les presses universitaires de Bordeaux, qui, elles, pouvaient éditer ce livre et qui pouvait être diffusé sur la plateforme, en tout cas fabriqué et diffusé sur la plateforme UNA, de manière à ce que toutes les personnes en lien avec cet agir criminel puissent le consulter gratuitement, puissent le télécharger gratuitement. Sachant que, alors, faut quand même être un petit peu averti parce qu'on donne des illustrations concrètes, mais un éducateur spécialisé peut être intéressé par ce genre d'ouvrage, comme peut l'être un autre scientifique, comme peut l'être un enseignant, comme peut l'être une victime. Tout le monde, en fait, peut avoir accès à ce livre de manière gratuite. Et je crois que c'était ça notre volonté première.